À la une de l'actualité, cette agression au SIAO, une conseillère en recherche de logement a été poignardée à 5 reprises par 2 femmes qu'elle accueillait. Ces jours ne sont heureusement pas comptés et ses assaillantes sont activement recherchées. Deuxième jour de grève pour les agents municipaux. Emmenés par la CGT-MSOM, ils ont bloqué la maison des collectivités ce matin. Une fois encore, les écoles, crèches, garderies et cantines ont été fortement impactées dans toute l'île. Visite surprise et choquante pour les salariés de la CACEM. Ce matin, ils ont vu débarquer une quarantaine de grévistes de la fourrière départementale dans le hall de la collectivité. Au 48e jour de mobilisation, ils ont réclamé un entretien avec le président de la CACEM. Enfin, ce soir et jusqu'à jeudi, ne manquez pas les entretiens de Kathleen Villas-Copette avec les 3 candidats à l'élection municipale de Saint-Pierre. Des entretiens de 5 minutes dont le premier donnera la parole à Eliane Sesto-Gustave. Et notre invité, vous le voyez, sera le directeur de cabinet du préfet François de Kérévert, avec qui on parlera armes à feu et sécurité routière. Bonsoir à tous, très heureuse de vous accompagner pour cette heure d'information. On part tout de suite sur un chapitre social avec l'irruption des grévistes de la fourrière départementale ce matin dans les locaux de la CACEM. Une quarantaine de militants CSTM emmenés par Bertrand Cambusi a semé le trouble dans le hall d'accueil de la collectivité. Pour les grévistes, il s'agissait de marquer ce 48e jour de mobilisation et également d'interpeller le donneur d'ordre de la fourrière départementale, à savoir le président de la CACEM, Athanase Jeanne-Rose. Une action choc renforcée par les salariés du réseau Mosaïque venus soutenir ceux de la fourrière et annoncer par là même leur mouvement de grève de demain. Élodie Toto. Des barricades de fortune. Comme bon nombre de sites administratifs de l'île, l'accès au centre de gestion de Fort-de-France est bloqué et les agents territoriaux tiennent le piquet de grève. Certains, vers 23h, ont été bloqués des crèches qui n'ont pas été hier. Et ce matin, vers 3h, nous sommes venus ici barrer le centre de gestion. Le mouvement social s'est durci. Au-delà de l'amélioration des conditions de travail, les grévistes réclament l'application des textes réglementaires. L'évaluation des risques professionnels dans la fonction publique, un texte paru il y a 13 ans, ne serait par exemple pas appliqué. Des revendications communes à l'ensemble des agents territoriaux, mais qui doivent être négociées auprès de chacune des mairies. Il y a des maires qui n'ont toujours pas de planification, tel que le maire de Rivière-Pilote, tel que le maire de Joseph, comme le président de l'association des maires lui-même à la Jupe-à-Bouillon. Donc, toutes ces communes qui sont, comme le maire Nevers, toutes ces communes qui sont encore en grève aujourd'hui, s'il n'y a pas de négociation, on va finir les négociations avec ceux qui ont commencé, puis on va partir sur le vers les autres communes. On ne va pas s'arrêter en chemin. Il faut que les maires signent des protocoles d'accord pour appliquer les textes réglementaires. Autre point noir au tableau, les villes ont une marge de manœuvre très limitée. Nous sommes victimes de ce qu'on appelle un effet de ciseau dans le jargon, c'est-à-dire que nos dépenses augmentent plus vite que nos recettes. Les communes ne pouvant pas procéder à toutes les titularisations en bloc proposeront aux syndicats de les étaler un petit peu dans le temps, histoire d'appuyer le passif. Mais les titularisations, selon moi, ne sont pas remises en cause de ce point de vue-là, même si les conditions financières sont extrêmement difficiles et l'équation est extrêmement compliquée pour les collectivités territoriales. Demain, l'ensemble des acteurs concernés devraient se réunir. Vous le voyez, ce n'était donc pas le reportage au sujet de la grève de la fourrière départementale et de la CACEM, puisqu'il s'agissait de cette fameuse grève CGT-MSOM qui est entamée par les agents municipaux depuis hier et qui était donc à son 2e jour. On reviendra dans le courant de ce journal sur ce débrayage à la CACEM qui a fortement marqué les salariés de la CACEM. Mais avant, parlons de ce cambriolage qui aurait pu être un cambriolage de plus simplement. Mais celui-ci a un butin pour le moins particulier, une dizaine d'armes de chasse, une trentaine de boîtes de munitions. Le cambriolage d'Intersport Dillon soulève de nombreuses questions depuis hier. Que risque-t-on lorsqu'on vole des armes? Quelle législation encadre la commercialisation de tels produits dans un magasin de sport? Écoutez ce qu'en dit le procureur de la République, Éric Corbeau. Il répond à Isabelle Ferrière. Ces cambrioleurs ont commis, a priori, d'après les premiers éléments de l'enquête, un vol avec effraction en réunion. Donc déjà, ce sont des éléments qui aggravent les peines encourues. On est là sur une peine encourue de 7 ans. Là, on est sur des armes de chasse qui ont été volées, donc la peine encourue n'est pas modifiée par la nature du produit volé. Un individu qui va acheter une arme de cette façon-là va payer son arme, mais lorsqu'il sera interpellé, sera condamné à une peine d'emprisonnement qui peut aller jusqu'à 7 ans, donc, à une peine d'amende et à la confiscation de l'arme. Donc, je veux dire, il aura dans ce cas tout perdu. Un magasin comme Intersport, pour vendre des armes, doit avoir la qualité d'armurier. Donc il fait l'objet d'un certain nombre de contrôles.
quant à la sécurité des armes, mais aussi à la régularité des ventes de ces armes, c'est-à-dire tenue d'un registre, enregistrement des ventes, etc. Et ces armes, on en parle avec François Dequerever. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes directeur de cabinet du préfet. Alors, une dizaine de fusils, une trentaine de cartouches, des armes de chasse d'ailleurs. Qu'est-ce qui va, selon vous, en advenir entre les mains des voleurs de ces armes? Est-ce qu'elles vont servir après pour des braquages, cambriolages? C'est un peu ce qui fait peur aussi. Écoutez, elles ont été volées. J'espère qu'elles seront très vite récupérées. Il s'agissait d'une armurerie, d'un magasin qui a un agrément du ministère de la Défense et qui est habilité pour vendre des armes. L'agrément a été d'ailleurs renouvelé pour une durée de 5 ans. Moi, ce que je vois, c'est que dans le cadre de l'opération Déposer les armes, ce type de vol, il doit encourager tous les particuliers qui détiennent des armes à les rendre, s'ils n'en ont plus l'usage, et à les stocker dans les conditions maximum de sécurité s'ils souhaitent les conserver. Si l'arme disparaît, si elle est perdue, si elle est volée, cela doit être signalé le plus rapidement possible au commissariat ou à la brigade de gendarmerie. Vous n'avez pas peur que ça entame quelque part la communication de cette campagne Déposer les armes, que les gens se disent finalement à quoi ça sert de les donner puisqu'après quelqu'un va en voler d'autres ailleurs et que du coup ça continue à circuler dans des conditions illégales? Alors écoutez, un vol est toujours possible. Là, dans le cas d'espèce, les conditions de sécurité étaient mises en place. Des armureries peuvent être cambriolées, un magasin peut être cambriolé, ça peut arriver. Je ne crois pas que cela mette en cause le but recherché par l'opération Déposer les armes. Faire rendre les armes à des gens qui n'en ont pas l'usage et qui les conservent chez eux, avec le risque d'accident, avec le risque de vol, on le voit. Et puis, appeler à la responsabilité ceux qui font le choix en conscience de détenir une arme. Dans ce cas-là, il y a une réglementation qui s'applique, aussi bien sur la déclaration que sur les conditions de stockage. Est-ce que cette campagne Déposer les armes, est-ce que Déposer les armes, ça fonctionne vraiment? Est-ce que le nombre d'armes qu'on vous ramène est plus important que le nombre d'armes qui, chaque année, sont vendues en Martinique ou sont acquises de manière générale? Alors, je vous rassure tout de suite, oui, Déposer les armes, ça fonctionne vraiment. En 2014, c'est 800 armes qui ont été rendues, 30 000 munitions. On a choisi de reconduire cette opération. Depuis le lancement, pour 2015, nous sommes à 70 armes rendues et à 3000 munitions. C'est certes moins que 2014, mais pour cette année, l'opération n'est pas terminée. On avait pu récupérer un stock conséquent en 2014. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut continuer à mener. L'objectif, c'est vraiment de retirer de la circulation un maximum d'armes. Autre triste actualité qui concerne également la préfecture, ce chiffre effrayant, 7 morts en 45 jours, un mois et demi. La prévention, ça ne marche pas, la répression non plus, visiblement, puisque ça continue. Qu'est-ce qui, selon vous, empêche les motards de mettre un casque, d'être plus prudents? Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir régler ce problème de sécurité routière, finalement? Alors, je dirais pas que la prévention ou la répression ne marche pas, ça marche. La prévention, on constate que la majorité des usagers sont vraiment... perçoivent nos messages et les mettent en application. Le nombre d'accidents, le nombre de blessés est plutôt en diminution. C'est vrai que là, on a 7 morts dans un délai très contraint. C'est un chiffre alarmant. Ouais. Moi, je constate qu'une partie des usagers de la route ne sont visiblement pas ne perçoivent plus, en fait, ne se considèrent au-dessus de la loi et ne perçoivent plus les messages de prévention et les appels à la sécurité. Donc là, nous renforçons les contrôles. Les forces de police comme de gendarmerie mènent des contrôles très fréquents. Nous souhaitons cibler certains comportements particulièrement dangereux. Sur chaque accident mortel, nous menons des enquêtes qui montrent que le plus souvent, nous avons des comportements dangereux, nous avons des infractions majeures au code de la route. Donc l'objectif, il est de cibler sur ces comportements-là avec des contrôles coordonnés qui... font intervenir aussi bien les forces de police que de gendarmerie avec des effectifs très importants. Donc nous ciblerons notamment les 2 roues motorisées, sans stigmatiser d'ailleurs l'ensemble des motards, mais en ciblant ceux qui s'affranchissent de règles de base, le non-port du casque ou des vitesses excessives. Merci beaucoup, François Dequerever. Merci à vous d'avoir été avec nous ce soir. Merci. On repart avec l'actualité sociale. Je vous le disais tout à l'heure, la CACEM a été quelque part saccagée, le hall d'entrée en tout cas ce matin, par une quarantaine de militants CSTM emmenés par Bertrand Cambusi. Ils ont semé le trouble dans le hall d'accueil et pour eux, il s'agissait surtout de marquer ce 48e jour de mobilisation et d'interpeller le président de la CACEM, Athanas Genrose. Le reportage d'Élodie Toto. Ce matin, vers 10h, alors que personne ne semblait s'y attendre, les membres de la CSTM ont investi le hall de la CACEM pour un sitting à durée indéterminée.
Nous avons été assez surpris de cette intrusion, puisque ce matin, et que je dis nous, l'ensemble du personnel, et même plus que surpris, choqués même, nous ne sommes pas partis prenante directement à ce conflit, puisque cette délégation de service public a été confiée à un privé qui est en charge les finances, les ressources humaines, les ressources matérielles, la gestion des ressources matérielles, éventuellement les conflits. Donc nous ne sommes pas partis prenante. Bilan, des présentoirs renversés et une employée choquée par le bruit a dû regagner son domicile. De leur côté, les membres de la CSTM demandent à s'entretenir avec le président de la CACEM, jugé responsable du conflit. Nous ni un président de la CACEM, et qui a non seulement pas répondre nous, qui a méprisé nous, et nous ni un CFTI, et qui a une responsabilité, soi-disant, qui a convoqué nous, joie nous convoquer devant le tribunal. Donc, je pense que toute Martinique, tout le monde peut comprendre, et en retour, il a fait nous passer pour des voyous. Parce que c'est nous qui voyons, c'est qu'il a licencié 4 jeunes Martiniquais, pendant qu'il a claironné toute la journée que la jeunesse, nous voulons développer l'emploi, la jeunesse, il faut que nous combattions la délinquance. Et bien voilà le travail qui est fait. Parmi ces jeunes Martiniquais, il y a Daniel, le salarié dont le licenciement est à l'origine du conflit de la fourrière de Mango-Vulsin. C'est un licenciement abusif parce que je sais qu'après moi, il y aura d'autres qui vont suivre. Donc demain, ils ne pourront pas réclamer leur argent par peur d'être licenciés. Ils étaient près de 40 à occuper le hall de la CACEM cet après-midi. Des employés de la fourrière, mais aussi ceux de Mosaïque venus par solidarité. La barre sera plus haute en tout cas. D'accord, parce qu'on ne va pas lâcher, nous sommes jeunes, que des jeunes. Nous sommes à 5 à la fourrière, donc il y en a assez de la profitation, l'esclavage, parce que nous, on travaille comme des bêtes à la fourrière. Ce coup de force aura payé. Vers 18 h, les représentants de la CSTM ont été reçus par le président de la CACEM. Et en bref, pour refermer ce chapitre social, notez qu'un autre mouvement de grève a été entamé hier par les enseignants du campus caribéen des Arts. Depuis hier, aucun cours n'est assuré. Ils dénoncent, comme en septembre dernier, le fait de n'être rattachés à aucune instance paritaire. Initialement dépendants du conseil régional, ils auraient dû être affiliés au centre de gestion. Mais pour l'heure, la transition ne s'est toujours pas opérée. Restez avec nous sur ATV. Dans un instant, on ira à la rencontre d'une travailleuse déterminée, à la fois agricultrice et marchande. Véronique s'occupe presque seule de ces cultures depuis 1983. Et puis Hubert Bornil nous emmènera ensuite découvrir Fariba, une entreprise familiale qui, depuis 10 ans, exploite le terroir samaritain. Mais avant, parlons politique. La collectivité unique approche. Tous les regards sont donc braqués vers cette nouvelle entité territoriale dont l'élection sera une véritable échéance pour les partis locaux. Ce soir, Kathleen Bilascopet, Eddy Marajo et Maïki Rask interrogeront sans détour Chantal Maignan. Ce sera à 20 h dans Regard sur l'actu politique. Extrait. Chantal Maignan, votre présence au dernier meeting d'Ensemble pour une Martinique nouvelle n'est pas passée inaperçue. Pour autant, Serge Letchimy n'a pas l'air si pressé que ça de vous ouvrir ses bras. Mais il avait raison. Au moment où il parlait, il avait raison. Ça a changé depuis? Ça a changé depuis. Ah, il vous a ouvert ses bras? Il n'a pas ouvert les bras parce qu'en fait, on n'est pas dans une relation fusionnelle homme-femme, ni même dans une relation de camaraderie. Nous sommes dans la sphère politique qui est faite de respect réciproque. Il était évident que le parti que je représente, qui compte quand même aujourd'hui 3 municipalités majeures, le Marigot, Saint-Pierre et le Robert, nous avons fait des scores intéressants quand même, avait son mot à dire. Voilà, ce sera donc à 20 h sur ATV après la tranche info. Une petite parenthèse, importante d'ailleurs, avant de pouvoir continuer en politique, nous allons parler de cette agression. Je vous l'annonçais en titre, une agression dramatique ce matin au SIAO, le service intégré d'accueil et d'orientation. Alors qu'elle accueillait 2 femmes en recherche de logement vers 11 h 30, une conseillère a été poignardée à 5 reprises par l'une d'entre elles. Très vite prise en charge par les secours, elle n'est heureusement plus en danger, mais son pronostic vital n'est pas engagé. Le choc a néanmoins été terrible, comme nous le montre ce reportage signé Anouchka Fleller et Céline Chalonneau. Les traces de l'agression sont encore visibles partout. Ce matin, dans cette salle, Frédéric Cazeneuve reçoit 2 femmes, mais le ton monte et la conseillère sort dans le couloir. Elle sortait de ce bureau où elle recevait les 2 personnes, donc elle est venue se réfugier ici et a été poignardée par 5 fois. Ses collègues alertés viennent à son aide. Le pronostic vital de Frédéric Cazeneuve n'est pas engagé, mais pour tous, le choc est terrible. Ses collègues sont venus lui prêter secours et l'ont amené dans cette pièce, dans ce bureau, où ils l'ont allongé par terre pour lui donner les premiers secours.
Dans ces bureaux, le service intégré d'accueil et d'orientation aide des personnes en difficulté à trouver un logement. C'est pour cela que Frédéric Cazeneuve recevait ces deux femmes ce matin. Nous prenons en charge les personnes qui sont mises à la porte le soir par leurs époux, par exemple, ou épouses, les personnes qui sont dans la rue depuis un certain temps, pour les aider à accéder à des logements. Vous savez, le métier de travailleur social est un métier très difficile. Ce sont des personnes qui vivent la misère ou les difficultés sociales tous les jours et qui donnent de leur mieux, de tout leur être pour aider les personnes en difficulté à s'en sortir. Nous vivons ça vraiment comme une grave injustice. Même si le public accueilli est parfois difficile, en 3 ans, il n'y avait jamais eu d'agression à déplorer. Le SIAO réfléchit maintenant à des mesures de sécurité supplémentaires. Les bureaux seront fermés jusqu'à lundi. Jetons maintenant un œil en politique sur l'élection municipale de Saint-Pierre. Dimanche, ATV suivra de très près le premier tour. Dès 18h45, nous serons en direct dans les différents bureaux de la ville pour une soirée électorale animée par Kathleen Bilascopette et Eddy Marajo. D'ici là, les 3 candidats auront la parole dans le journal. 5 minutes pour convaincre et on démarre dès ce soir avec Eliane Sesto-Gustave. Elle répond à Kathleen Bilascopette. Bonsoir et merci d'être avec nous. Retour aux urnes pour les quelques 4000 électeurs de Saint-Pierre. Premier tour des municipales partielles ce dimanche avec 3 candidats en lice que nous recevons toute cette semaine dans le cadre d'entretiens individuels. L'ordre de diffusion a été déterminé par tirage au sort. Eliane Sesto-Gustave, bonsoir. Bonsoir Madame Bilas. Vous êtes la candidate du Parti progressiste martiniquais, tête de la liste Rassemblement progressiste pour nous changer ça. Vous êtes loin d'être favorite pour cette élection, en tout cas si l'on se base sur vos résultats de l'an dernier. 155 voix contre 1000 et 1200 à la louche pour vos adversaires. Qu'espérez-vous en allant à cette élection? D'abord, j'espère pouvoir aller à la gouvernance. Et justement, concernant ces élections, le montant des voix des candidats n'est pas tout à fait exact, parce qu'aucun des candidats n'a eu la majorité. Donc nous sommes aujourd'hui ici parce que cette élection devait y avoir un deuxième tour. Et c'est justement, nous repartons à zéro, de façon à ce que chaque personne ait ses chances. Nous n'allons pas revenir sur les événements du 23 mars 2014, mais chacun, M. Martin n'a eu que 50,49 voix, M. 48 voix, donc 48%. Chacun a eu son montant, mais non pas les 51, les 50% dévolus pour qu'on puisse. 49,50 pour M. Martin, 46 pour M. Rafa. Donc moi, j'ai eu, avec mes 27 voix qui m'ont été restituées par le Conseil d'État, j'ai eu 7,50%. Voilà, mais on est loin du compte, en tout cas pour une victoire dès le premier tour. Quelles sont vos ambitions? Aller au second tour? Vous vous positionnez pour le second tour? Vous n'espérez pas une victoire dès le premier tour? Qu'en pensez-vous? Je peux vous dire que je tente toujours ma chance, de façon à ce que les électeurs de Saint-Pierre ont le temps pendant cette semaine de pouvoir jauger les candidats, de pouvoir penser et regarder ce qu'on peut leur proposer. Depuis 14 ans, vous avez une politique qui n'avance pas sur Saint-Pierre, donc je pense que le changement, et un changement radical, serait la meilleure solution. Madame Sesto-Gustave, est-ce qu'il n'aurait pas été plus stratégique et plus sage de vous allier avec Christian Rafa dès le premier tour? Parce qu'après tout, vous avez mené ensemble, main dans la main, ce combat judiciaire pour obtenir l'annulation des élections. Pourquoi ne pas avoir fait alliance dès le premier tour? Nous n'avons pas fait alliance. Est-ce qu'il y a eu des discussions en ce sens à un moment? Pour l'instant, non. Nous avons fait chemin commun concernant les recours, concernant de faire éclater la vérité. Mais pour le reste, chacun a sa politique, chacun a ses vues, ses ambitions pour Saint-Pierre. Donc, M. Christian Rafa, pour l'instant, nous sommes chacun dans notre rôle. Est-ce que vous souhaitiez vraiment faire cavalier seul pour cette partielle, ou est-ce que c'est le PPM aussi qui vous a conseillé d'y aller seul? Pour l'instant, je reproduis
ce que j'ai fait l'année dernière, je partais seule, je repars seule à nouveau. Attendons le premier tour, nous verrons ce que pense la population et s'il doit y avoir une alliance, nous verrons à ce moment-là. Ça peut être envisageable. Certains de vos anciens colistiers ont rejoint le camp Rafah. Que reste-t-il de votre liste qui a d'ailleurs changé de nom pour cette partielle? Il n'y a qu'une seule personne qui a rejoint le camp, qui a rejoint la liste de M. Rafah. Là, l'histoire que vous en avez eu plusieurs, je vous dirais que j'avais fait une liste d'ouverture la première fois. Cette fois, j'ai une liste PPM, j'ai une liste progressiste. Les 3/4 des camarades, ce sont des progressistes. Ceux qui sont partis, il n'y en a qu'un seul, mais il a rejoint sa famille politique. Et les autres, ils n'ont pas voulu refaire le chemin à nouveau. Et par contre, ça m'a permis d'élargir ma liste de façon à avoir beaucoup de jeunes, avoir des personnes qui représenteront toutes les catégories sociales de Saint-Pierre et surtout représentatives dans tous les quartiers de Saint-Pierre. Vous dites incarner le changement pour Saint-Pierre, c'est la thématique de votre liste, Rassemblement progressiste pour nous changer ça. En quoi vous, Eliane Sesto-Gustave, incarnez-vous très concrètement le changement? Ce changement, c'est-à-dire que nous sommes Pierrotins et les Pierrotins, ils ont l'impression qu'ils sont endormis et que rien n'est fait pour eux. Moi, j'habite Saint-Pierre, je suis au milieu de la ville, je comprends toutes leurs problématiques, je comprends tout ce qui se passe et surtout, ensemble, une année passée, pendant cette année, nous avons beaucoup discuté. Je pense que mon projet, il est beaucoup plus élaboré que celui de l'année dernière et ce que présentent mes autres concurrents. On ne pourra pas malheureusement parler du projet en intégralité. S'il fallait retenir un chantier prioritaire de ce programme, de votre programme pour Saint-Pierre, ce serait lequel? Le projet, c'est la rade de Saint-Pierre. Il faudrait la valoriser. Elle est presque inexistante pour l'instant. Et c'est là que nous aurons les recettes nouvelles. Parce que cette commune, vous n'êtes pas sans savoir qu'elle est endettée. Donc il nous faut, si l'État ne va pas nous aider sur la totalité, donc nous devons trouver des recettes nouvelles. Elle nous amènera le tourisme et surtout le projet phare que nous aurons avec la région, ça sera le terminal de croisière et le classement de la montagne Pelée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc tout cela va rayonner sur toute la région et c'est pour cela que je me bats. Je me bats pour Saint-Pierre parce que je suis pierrotine, mais surtout que toute la région puisse rayonner à nouveau. Eliane Sesto-Gustave, il vous reste 1 minute pour conclure et vous adresser directement, en regardant en face la caméra, directement aux électeurs de Saint-Pierre ce soir. Électeurs de Saint-Pierre, je vous dis le 22 mars, il se passera quelque chose de très intéressant. Vous aurez un nouveau maire. Il faut un changement à Saint-Pierre. Et ce changement, je pense qu'il pense par moi. Je suis une femme de conviction, une femme qui va vous aider et je serai toujours à vos côtés. Vous me connaissez, vous me voyez dans les rues et vous savez qu'à la mairie, vous pourrez toujours compter sur moi. Je compte sur vous. Le 22 mars, vous voterez Eliane Sesto-Gustave. Merci Eliane Sesto-Gustave et rendez-vous le 22 mars dans les urnes. Merci de votre attention. Merci à tous les auditeurs. Voilà, Kathleen Villas-Copette qu'on retrouve demain en entretien avec Christian Rafah pour continuer cette série d'entretiens concernant les élections municipales à Saint-Pierre le 22 mars prochain. C'est l'heure de votre coup d'œil quotidien sur vos quartiers. Tout de suite, le JT des communes. Le JT des communes qui commence au Morne Rouge chez Véronique Monjean. Depuis plus de 20 ans, cette agricultrice cultive ses 5 hectares au quartier Providence, des cultures qu'elle connaît par cœur et sur lesquelles elle teste même diverses techniques, un savoir-faire qu'elle va ensuite proposer sur le marché de la commune. Elle y vend des produits aux aurores. Hélène Éloi-Blaisès a suivi le quotidien de cette femme multifonction. Regardez. Ce matin, le réveil a sonné très tôt et ce n'est pas le moment de perdre du temps. Véronique doit se dépêcher. C'est à 16 heures matinales qu'elle fait une bonne partie de son chiffre. Moi, je crois que nourrir les gens, c'est vraiment une passion. Véronique n'est pas toute seule. Sa sœur a un stand à côté du sien. C'est l'occasion de s'entraider. Tout juste le temps d'arranger les radis, les christophines ou les dachines de manière attractive pour faire venir les premiers clients. Ce sont des restaurateurs ou des revendeurs qui savent exactement ce qu'ils veulent. Oui, nous mettons ça couché comme ça. Ça, vu, c'est la qualité, ça ne change pas, ça ne bouge pas du tout.
Et si vous câblez comme ça dans la sachet, il va pas changer l'intérieur de... Non, c'est chez nous qui a changé. Ah, d'accord. Ça va changer. Chez l'homme qui a changé. Il est 6 h du matin, Véronique est toujours en train de courir. Après les professionnels, c'est au tour des ménagères de prendre possession du marché. Le stand de Véronique ne désemplit pas. Son secret pour attirer la clientèle, l'agricultrice offre des recettes de cuisine. Coco avec un bâton de citronnelle, la partie blanche de la citronnelle. Eh ben, les recettes, c'est pour avoir des idées de cuisine, pour varier la cuisine. Et puis, ça me permet aussi de mieux vendre. Malgré un début de journée plutôt fatigant, Véronique s'octroie peu de repos. À court de légumes, à court de recettes, Véronique quitte le marché et s'en retourne sur ses 7 hectares de terre aux Mornes Rouges. Des choux à perte de vue. Cette culture demande une attention de tous les instants, mais aussi beaucoup de matière organique, du fumier. L'agricultrice utilise le système des cultures associées, mais aussi le système du jardin créole. Ces méthodes lui permettent d'utiliser l'espace au maximum. Ces quelques années de lutte pour défendre les méthodes de culture traditionnelles ont permis à Véronique d'avoir un regard lucide sur la situation de sa profession. Elle ne se fait guère d'illusions. On est en concurrence directe avec tous les produits qui nous viennent de la Caraïbe. Parce que il y a les produits européens, il y a les produits caribéens. Et bientôt, ça va être les produits brésiliens, puisque il y aura les accords de libre-échange, donc l'ouverture du canal du Panama. Donc on est à la merci. Hein. Quelles sont nos forces pour résister à ça? Et même si produire, c'est difficile, Véronique préfère tenir bon contre les aléas plutôt que de ne pas produire du tout. Voilà, un beau reportage signé Hélène Éloi Blaisès. Notez ces quelques infos pratiques. En bref, demain, il y aura des coupures d'électricité à Sainte-Marie de 8h30 à 12h30. Les quartiers concernés sont les suivants: Saint-Jacques, La Philippe, Courbaril, L'Épineux, Anse-Charpentier, route de Pain de Sucre et résidence Pécoul. Pas de courant non plus au Robert de 8h à 13h30 dans les quartiers Bois-Neuf, Mansarde-Catalogne, Le Roseau, Montvert, ainsi qu'à la zone artisanale Moulin à Vent et au lotissement Moulin à Vent numéro 3. Et puis comme chaque soir, jetons un œil rapide sur le GPS de l'établissement français du sang. Demain, le camion de l'EFS sera stationné sur le parking de la Galeria au Lamentin de 9h à 14h. Et si vous loupez le rendez-vous, vous pouvez toujours vous rendre à la Maison du Don à la Ménard à Fort-de-France. On termine ce journal avec des gourmandises locales, des bananes séchées et de la farine de manioc qu'on peut décliner dans toutes les recettes. Ce n'est pas Véronique qui dira le contraire. C'est ce que propose en tout cas l'entreprise Fariba à Sainte-Marie. Cette entreprise familiale exploite les richesses du terroir martiniquais depuis maintenant 10 ans. Hubert Bornil et Guy Raphaël René se sont rendus à leur usine. Regardez. Les choses bougent dans la filière agroalimentaire. L'exemple avec Fariba, une entreprise née en 1989 que l'on trouve au quartier Citron, en pleine campagne à Sainte-Marie. Jugez-en vous-même, banane, ça s'appelle de la farine de banane, du toloman, ici le sirop de groseille, la banane séchée. Banane également en barre que l'on peut trouver en grande surface un peu partout. Voilà un bel exemple d'une petite entreprise familiale aujourd'hui qui transforme pas mal de produits du terroir. Il n'est pas du tout exagéré de penser que les frères Kiatol ont, à travers leur entreprise familiale, fortement contribué à réconcilier les Martiniquais avec certains produits de la terre. La transformation, c'est quelque chose de très intéressant. C'est-à-dire prendre un produit brut quelconque et la transformer en produit, disons, qui peut se conserver. Une banane, ça ne se conserve pas. Donc le fait de transformer les produits, c'est-à-dire le prendre brut et le transformer pour que ça puisse durer dans le temps, donc c'est déjà mieux par rapport pour la consommation. Fariba s'est très tôt positionné sur le marché de la transformation avec la vente de produits comme la farine de manioc et la banane séchée. Ça c'est ça qui est banane tiné. Qui dit Cavendish, banane qui exportée à la chimie et puis qui nous fait sec. Donc là, nous mettons pour nous conditionner à des types de 20 grammes. Aujourd'hui, la petite entreprise se donne des allures de grande avec de nouvelles commercialisations.
Une gamme de produits sans colorants ni conservateurs issus du terroir, ce qui s'adapte parfaitement à la tendance actuelle. C'est une entreprise vraiment du terroir, c'est samaritain, donc là c'est impeccable. Donc c'est un plus pour nous samaritains et pour la Martinique, quoi. Ainsi, chaque année, ce sont des tonnes de bananes qui sont transformées dans la petite unité qui s'est par ailleurs modernisée. Au fil du temps, de nouvelles machines ont fait leur apparition, pourtant le côté artisanal a été sauvegardé. Mes affaires, ça c'est bon bagaille. Dernière partie de l'opération maintenant, l'ensachage et direction le consommateur. Ouais, le consommateur est déjà tout trouvé, n'est-ce pas Hubert? C'est la fin de votre édition locale et communale. Merci à tous de l'avoir suivi. Ne bougez pas, dans un court instant, on reste tout près de vous avec Anche Pays. À tout de suite.